une salle aimablement prêtée par le club nautique, le conseil de quartier historique des Deux-Rives conviait, le 18 avril dernier, les habitants des quartiers situés le long de la promenade Pierre-Loti à une sympathique réunion, avec une idée bien précise. Parmi les nombreux projets donc, du conseil de quartier, il y en a un qui nous tient à cœur déjà depuis plusieurs mois, voilà, et qui a été, je veux dire, une grande partie l'œuvre de Pierre Fauché, qui est ici, qui vous présentera tout à l'heure bien pour main. Donc, le quartier, c'est pas le seul d'ailleurs de Nantais, a la vocation aussi de travailler sur le patrimoine. Souvent, on habite un quartier sans savoir, en fait, sans connaître son histoire, parce que ça paraît évident comme ça, c'est pas complètement évident. Surtout lorsque un quartier comme la rive droite n'a pas ce caractère ancien du Moyen-Âge, vous voyez, avec des ogives, des bâtiments comme ça. Voilà, donc c'est quand même des choses qui sont relativement contemporaines, mais qui ont toute une histoire et tout un déroulement à travers l'histoire. Donc cette opération-là est faite pour, disons, pour vous écouter, puisque vous êtes habitant du quartier. Pour certains, vous êtes là depuis 1956. Je ne sais pas s'il y en a qui sont plus anciens dans le quartier. Alors, donc c'était en 1938. Je suis né ici et je dors encore dans la chambre où je suis né. L'origine de la famille, ce sont des gens qui viennent du Nord, qui étaient réfugiés de la guerre 14, et la famille s'est implantée en Dordogne. Je suis arrivé pendant la guerre, dans les années 42 à peu près. Je suis arrivé dans le quartier. Comme je disais, je suis né rue Vauban. Ça fait 47 ans, oui, 47 ans. Je suis originaire de Bergerac. D'accord. Né à Bergerac, dans la rue Saint-Martin. Je vais reprendre pour ceux qui ont fait la visite l'année dernière, je vais reprendre un peu le même cheminement. Donc, il faut expliquer pourquoi ça s'appelle la conquête de l'Ouest, parce que avant la période présentée, il y avait plutôt de la campagne ici. Le quartier était tout à fait différent de ce qu'il est aujourd'hui. C'était essentiellement des champs agricoles tout autour de la maison, là. Les bâtisses, mes parents avaient bâti ici en 1938, donc c'était les premières maisons qui existaient, mais immédiatement après la première ligne par rapport à la Dordogne, tout le reste c'était des champs. Et on ne retrouvait des maisons qu'après le long de la rue Aristide Briand. Et ici, la Miséricorde, c'était un grand mur. L'ancienne était complètement fermée, il y avait des bâtiments contre là. Après, en continuant, le mur, il y avait les jardins de la Miséricorde. Même, j'ai connu, au début que je suis venu, il y avait même des vaches. Bon, après, il y avait des jardiniers, ils faisaient l'élevage de cochons, il y avait beaucoup de légumes et des arbres fruitiers, jusqu'à la Vierge que vous là-bas. Les jardins de la Miséricorde faisaient tout de cette rue jusqu'à chez la rue qui remonterait plus loin là-bas, au pont là, pont Saint-Jean. C'était à toute hauteur ça, c'était tous des jardins. Et il y a eu une maison qui s'est faite chez Darpex, c'est un ancien vétérinaire. À partir des années 52 ou 53, ça a commencé à se bâtir. Là en face, c'était l'usine d'Ain, l'usine de conserve, là où il y a l'immeuble blanc, le grand immeuble là. C'était l'usine d'Ain avec une grande cheminée, un petit chemin de fer traverser la rue Paul Pastor pour amener les wagonnets de légumes. Et après, c'était un ferrailleur qui avait un chiffonnier qui récupérait les papiers, qui récupérait les pots de lapin, qui récupérait tout. Monsieur Téguier. Et à côté, il y avait les usines marquées, les vinaigres marqués. La vinaigrerie, c'est à partir du grand bâtiment qui reste haut, il y en avait deux. En bordure de la Dordogne, il n'y avait pas vraiment d'activité. Il n'y avait pas de commerce. La construction d'habitations commençait juste à se développer à cette époque-là. La plupart des maisons se sont créées après 1938, tout le bord de la Dordogne, là. Et donc, au départ, c'était une activité agricole. Il y avait une grosse ferme vers le barrage, là. Ferme Brissot. Toute une ferme. Les premiers terrains qu'ils ont perdus, c'est là où ils ont bâti
le dépôt militaire, le dépôt qu'on appelle le dépôt roux. C'est pas tellement vieux, hein, ça s'est fait dans les années 50. C'était la seule activité qu'il y avait à cette époque-là. Le terrain à côté, c'était un jardinier. C'était la culture, quoi. Il y avait de l'élevage aussi, parce que on avait le lait à la ferme, hein. On allait chercher le lait à la ferme à cette époque-là. Mes parents s'approvisionnaient en ville, hein. Il n'y avait pas, sur tout ce quartier, il n'y avait pas d'épicerie. Par la suite, mais c'est venu assez tard, hein, c'est venu dans les années 60, il y a eu une épicerie qui s'est créée. Bon, il y avait ça, il y avait un garage, rue Aristide Briand, hein. Il y avait ça, et puis après il fallait aller à Gala, il y avait une épicerie à Gala. Et après, il y avait une autre petite épicerie en face de l'RPA. Il y en avait même deux, j'ai connu cet été au début. Alors, au début que j'étais là, il y avait même deux épiceries, plus la machin de primeur. Enfin, il y avait toujours un petit café, là. Je me rappelle, on y allait le soir boire un pot, là. Mais après, je ne me rappelle pas qu'il y ait d'autres commerces après, non, j'en vois pas d'autres. Il y avait une épicerie un peu plus loin là. Oui. Il y en avait une, la rue Les Cousseaux, à 50 mètres à peu près de chez nous là. Il y en avait une épicerie, une petite maison qui était assez sur une hauteur, c'était une épicerie. Disparue dans les années 50 à peu près. Ben, quand on est arrivé ici avec mon épouse, comme commerce, devant la maison, il passait le matin le laitier puis le boulanger. C'est à peu près les deux voitures qu'on voyait dans la journée. Et également, donc, la pêche était tout à fait différente de ce qu'elle est maintenant. Déjà, l'empoisonnement de la Dordogne était relativement différent. On ne trouvait pas les gros poissons comme les sciures maintenant. On avait encore les goujons, les ablettes. Ce qui était tout à fait différent de maintenant, c'est que les pêcheurs qui pêchaient la carpe, par exemple, ils installaient un bateau au milieu de la Dordogne, et sur ce bateau, il était ancré à demeure, et ils mettaient des lignes pour essayer d'attraper des carpes. Et ces gens-là, donc, ils avaient un autre bateau pour rejoindre le bateau qui était ancré au milieu. Et puis, donc, soit ils restaient là, mais soit ils laissaient les lignes toute la nuit ou autre. Et notamment, moi je me rappelle, des fois on entendait pendant la nuit d'été, quand les fenêtres étaient ouvertes, on entendait partir les moulinets qui faisaient du bruit. On téléphonait au propriétaire, c'était souvent le gardien de la prison de Bergerac. Il y avait une prison à Bergerac, à l'emplacement où il y a les impôts maintenant. Et donc, il mettait vite un pantalon et il arrivait pour essayer de capturer sa carpe, quoi. Et donc, c'était toute une activité, mais vous en aviez des dizaines sur toute la Dordogne. Par contre, au barrage, il y avait une salmoniculture. Il y avait un gros tuyau qui arrivait, qui prenait l'eau au-dessus du barrage, qui suivait le chemin de halage, qui traversait au codo. D'ailleurs, il y a encore les empreintes des entrées de tuyaux. Il y avait un bélier qui montait l'eau à la pisciculture. Le bélier, il a marché jusque dans les années 70. Le barrage n'était pas conçu comme il est conçu à l'heure actuelle. Il y avait 4 échelles à poissons. Il y avait, au lieu d'avoir une pente seule comme ça, il y avait une grande pente, plus après un saut. C'est-à-dire que l'eau faisait comme ça, puis elle sautait, elle tombait plus loin. Mais la pêcherie, c'était la famille Chanson qui la tenait à l'époque. Toute la famille Chanson, c'était des pêcheurs. Ils étaient plusieurs frères. Qui avaient la pêcherie du barrage. Bon, j'ai bien connu la pêcherie, hein. Bon, à cette époque-là, il y avait plusieurs pêcheries, hein, tout au long de la Dordogne. Les droits de pêche étaient cédés par l'État, je pense par adjudication ou autre, hein. Et donc la pêcherie, là, c'était une des plus importantes du secteur, et on voyait ces filets séchés, et c'était quelqu'un qui vivait de ça. Cette personne a pêché assez longtemps, hein. Par moment, il continuait à pêcher certains poissons, peut-être les aloses, vous voyez, il pêchait quelques poissons juste vers la fin des années 2000. Hein. Vous aviez chez Barlan la poissonnerie qui a fermé, hein.
Ça s'appelait la poissonnerie du barrage d'ailleurs. Hein. Mais ils vendaient beaucoup de poissons de rivière. Alors on pouvait encore trouver des anguilles, on trouvait facilement les aloses, les lamproies, tout poisson de rivière, les goujons, tout ça, la friture, on le trouvait à cette époque-là. Et chez Barlan, c'était un des derniers qui a vendu vraiment du poisson de rivière. Avant, même tous les restaurants ici vendaient, cuisinaient des poissons de rivière. La friture, c'était courant. On mangeait essentiellement du poisson de rivière. Hein. Il y a eu une époque, c'était à la fin de la guerre, hein, où il y avait beaucoup d'Indochinois qui travaillaient à la poudrerie. Moi, je les ai vus dans le virage, là. On se promenait en bateau avec mon père. Ces gens-là, ils pêchaient des moules grosses comme ça dans la Dordogne. Ça m'a marqué. Ils pêchaient des trop gros. Je ne sais pas si je les amplifie parce que j'étais tout petit à ce moment-là, mais c'était des mastodontes de moules et puis ils étaient là à la main et c'était dans le virage là. On allait soit au bord de la rivière, qui ne ressemble pas du tout à ce qui est maintenant. Ça ressemblait un peu à la forêt vierge, beaucoup de ronces, beaucoup de mûres l'été pour manger, beaucoup d'acacias, très peu de vipères, beaucoup de couleuvres et de rats. Voilà, le bord de la rivière, à quoi il ressemblait. Quelques chemins pour descendre, ou une échelle pour descendre, parce que c'était une falaise. Hein. Le bord de la Dordogne, c'était une falaise. C'est la Dordogne qui fait une courbe, qui creusait. C'était consolidé, c'était rechargé, mais c'est une très grande largeur. Alors, à cette époque, le paysage était tout à fait différent. Il n'y avait pas de route, c'était juste un sentier, l'ex-sentier de halage. Et à la berge, c'était des arbres qui poussaient de façon sauvage dans la berge, et il n'y avait pas le renforcement qui existe actuellement. Il y avait beaucoup d'érosion qui se pratiquait sur le bord de la Dordogne, sur la rive. Tant et si bien qu'à un moment donné, on se demandait si on pourrait continuer à circuler sur le bord de la Dordogne. Notamment mes parents qui avaient leur garage sur le bord, là, ils envisageaient de ne plus pouvoir rentrer leur voiture dans ce garage. Mon père avait acheté une voiture et le jour où il a acheté cette voiture, on lui a livré sa voiture qui a été garée dessous. En sortant sa voiture, c'était en pente montante, le chemin était tellement étroit qu'il a reculé dans la Dordogne et il est tombé dans l'eau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a voulu élargir le chemin de halage. Oui. Et il y avait des maisons déjà implantées. Parce que ce quartier pourrait avoir une toute autre destinée que celle qui est aujourd'hui, quoi, hein. Il y avait des projets de réduire les propriétés en dimension. Donc, à un moment donné, il y avait un tracé sur le plan d'urbanisme pour élargir la route. Ça fait que la route devait passer, il fallait démolir une partie de l'angle de notre maison pour laisser passer la route. Hein. Et à cette époque-là, on parlait de faire une double route pour faire, je crois qu'on aurait planté des palmiers pour faire comme à Cannes. Il y a eu cette volonté à une certaine époque. Après, donc, ce projet-là a été abandonné. C'est là qu'on a renforcé le bas de la rive de la Dordogne pour éviter les éboulements. Et c'est dans les années 80, on a donc fait le renforcement du bas et c'est là qu'on a créé la route. Jusqu'aux années 80, c'était un sentier non goudronné. En orange, celle qui existait avant 1940. Alors dans la rue Corneille, il y en avait 4. La Villa Fantaisie, la Villa, le Chalet, ici c'est Oasis. Alors l'évolution du quartier a été brutale quand les terrains agricoles se sont lotis. C'était dans les années 50. Hein.
Dans les années 50, il y a eu les lotissements de l'EDF. On a commencé par acheter les terrains à la Mais ferme. c'était le comité EDF, c'était le... Ouais, non, on l'a bâti nous-mêmes. C'était une coopérative? Non, c'était le principe des castors qu'on appelait à l'époque. Oui. On avait monté une association, loi 1901. D'accord. Et puis on avait nommé président, secrétaire et trésorier, comme vous savez. Et puis après, on a commencé à acheter le terrain. Pendant un certain temps, nous avons payé le terrain. Après, quand nous avons acheté le terrain, on a fait nous-mêmes les rues, on a planté les poteaux électriques parce que j'étais à EDF. Et on a fait les tranchées pour le gaz et tout, jusqu'à la BNCI. D'accord. Donc c'est vous qui avez fait... On a fait entièrement le lotissement. On avait un architecte, Mayonade. Et ça s'est construit comme ça, et après on a été obligé de l'assainir, de tout nous-mêmes. Hein. On avait fait tout nous-mêmes. Nous étions 18. Pavillon surélevé. Il y a encore des places. Maintenant, on ne fait plus de place aussi grande. Des pavillons avec leurs balcons. De la BNCI à l'époque. BNCI, c'était la Banque nationale du commerce et industrie, c'est la BNP actuelle. Hein. BNCI, c'était la banque de M. Elian, qui était un bergeracois et qui avait créé cette banque sur Bergerac. Tout ça, c'est construit d'habitations. Et il y a eu après beaucoup de lotissements pour des constructions individuelles. Après, il y avait pas, bien sûr tous les constructions qui ont été faites, le tennis, la salle couverte de tennis, la salle de hand, les terrains de foot. C'est à partir de ce temps-là que ça s'est beaucoup développé au point de vue donc, population, mais également après les commerces sont venus. Donc Madame Duroux qui tenait l'épicerie s'est installée là à cette époque. Et il y a eu quelques commerces sur la rue Aristide Briand. Elle faisait la traversée en barque. Oh, il n'y avait pas beaucoup de balles, dans Bergerac, il n'y avait que 8 balles. Une fête annuelle qui était le carnaval qui passait là. Et alors, ils ont décidé à mes parents, à mon père, de faire un abri dans le jardin. Pour faire la course de moto, on faisait une crosse sur l'île. On mettait beaucoup de draperies, des draps qui étaient brodés avec des fleurs. Au fur et à mesure qu'on avançait, on récupérait les copains. Et puis on arrivait tous ensemble et on revenait à midi. À l'école Romain-Rolin, il y avait les Allemands. Un ferraille. Qui est un palais en ferraille qu'on fait glisser sur le goudron, qu'on faisait glisser sur la rue.